L'or en folie, plus de 50 000 francs le lingot. Fioul domestique, il va falloir payer comptant. Après l'intervention du chef de l'État, critique de l'opposition, discrétion du RPR, le commentaire d'Alain Duhamel. Messieurs, bonsoir. Un début de journal concret avec 3 ingrédients, du plomb, de l'or et du fioul. D'abord le plomb, parce qu'un agriculteur du Pas-de-Calais a décidé de saisir l'opinion d'un problème d'une pollution qui paraît presque aussi tenace que celle du mercure. Je vous explique. Cet homme a fait analyser sa terre et ses récoltes. Les deux sont gravement pollués et la pollution au plomb, personne ne peut vraiment s'en débarrasser. Tout cela parce que pendant 35 ans, une usine située près de Douai a fonctionné sans dispositif anti-pollution. Alors avant de regarder ce sujet, dites-vous simplement que ce n'est pas un problème de quelques agriculteurs du nord de la France, mais celui de chacun d'entre nous. La pollution est à nos portes. Il faut savoir être vigilant. Alain Valentini. Évin-Malmaison, un village calme, un voisin inquiétant, l'usine Penaroya, principal producteur de plomb. Les bœufs, les vaches des pâturages mangent du plomb, boivent du plomb. Le plomb, toxique redoutable, qui possède la propriété de s'accumuler dans l'organisme dès que les quantités ingérées dépassent un certain seuil. Et les malheurs des agriculteurs ne datent pas d'hier. On s'est aperçu au début par la mortalité des bêtes et puis on a recherché la cause de la mortalité. Les bêtes mouraient, quelles bêtes? D'abord les chevaux et ensuite les bovins. Donc il n'y a plus de chevaux ici? Ah non, absolument pas, il n'y a plus de chevaux. Il est inutile d'en remettre dans le courant de l'année, il viendrait à mourir. Cette année encore, 2 vaches à l'étable d'un autre agriculteur des vins sont mortes. Les vaches ingurgitaient 5 grammes de plomb par jour, limite de toxicité 3 grammes 0,6. Alors, Michel Jacquard a fait analyser lui-même ses propres aliments du bétail. Nous trouvons parfois des doses absolument énormes de plomb dans ces aliments du bétail. Alors à quoi faut-il les comparer? Il y a une directive de la communauté européenne qui dit qu'il ne faut pas plus de 45 mg par kilo. Nous trouvons 1000, 2000, 1500, 2300. Ça, c'est trop. Alors ça veut dire qu'on donne à des animaux qui deviendront ensuite de la viande de consommation ou qui produiront du lait, des aliments qui sont beaucoup trop riches en plomb. On vit complètement dans l'incertitude, on a des nourritures, on ne sait pas si on les a pour les distribuer aux bovins, il faut toujours attendre les résultats, enfin même pas les résultats, l'accord de l'usine pour pouvoir les distribuer. On se conditionne à l'usine. En fait, l'usine reconnaît que de 1936, année de la création de la fonderie, à 1971, rien n'a été fait pour lutter contre la pollution, mais qu'au cours des 4 dernières années, 37 millions de nouveaux francs ont été dépensés à cet effet. Depuis, pas un mètre cube d'effluent gazeux ne sort de la grande cheminée, sans avoir été filtré. Depuis 1971, un arrêté préfectoral nous a imposé une limitation très stricte de nos rejets en matière de plomb. Cette limite a été fixée compte tenu de la technologie de l'époque à 50 mg par mètre cube de gaz rejeté. Et compte tenu des installations qui ont été démarrées à cette époque-là et de l'amélioration que nous avons apportée quotidiennement à ceci, nous atteignons maintenant, nous tournons actuellement entre 15 et 20 mg par mètre cube. Nous pensons qu'actuellement, les émissions que l'usine peut encore relâcher sont effectivement arrivées à leur minimum. Alors ce qui se passe, c'est que quand il y a rejet de plomb, ça fait pluviomètre. Mais la pollution est là, dans les collets de betteraves. Dans le jeune maïs de 2 mois, le taux de plomb est de 3 fois la normale. Dans l'herbe de prairie, 20 fois. Dans le poireau, 15 fois. Les agriculteurs veulent savoir à quoi s'en tenir, pour le consommateur et pour eux-mêmes. De toute façon, le problème, on le sait bien, c'est l'avenir. Mais vous avez un fils, il va reprendre l'affaire? C'est le point d'interrogation, on se pose toujours des questions. Une solution concrète doit être apportée aux difficultés de ce village pollué. Une seule question, comment? Vous savez qu'au Moyen-Âge, les alchimistes transformaient le plomb en or. Bien, c'est ce que je vais faire sur l'heure pour la facilité d'une transition. Je voudrais en effet évoquer avec vous cette incroyable fièvre sur le métal jaune. Ce n'est plus un boom, c'est une explosion. 1200 francs de plus qu'hier sur le lingot, à tel point qu'à Londres, les agents de change ont dû interrompre la cotation. C'est de la folie pure et simple, ont-ils dit. Pierre Maretiaville nous explique les raisons et les dangers de cette poussée record. Ce lingot qui flambe à plus de 51 000 francs, plus 3% dans la journée, cela ne s'était jamais vu. Pourquoi le voit-on aujourd'hui?
En réalité, aucun fait nouveau n'est survenu. Comme tous les mouvements spéculatifs, la hausse de l'or se nourrit elle-même. L'or monte parce qu'on en achète, et on en achète parce qu'on est convaincu qu'il va encore monter. Mais ce coup d'ascenseur spectaculaire d'aujourd'hui ne doit pas faire oublier que ce phénomène vient de loin. L'or monte sans arrêt, plus ou moins vite, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire depuis que le dollar n'y est plus rattaché par une parité fixe. Or, depuis bien plus longtemps encore, en fait, depuis qu'il existe du papier-monnaie, chaque fois qu'on perd un peu de confiance dans le papier, on reporte cette confiance sur l'or. Alors inflation mondiale, et notamment américaine, inquiétude générale devant l'avenir des économies et des monnaies, l'or, le refuge est là, on achète et il monte. Ces sommes d'argent grandissantes, immobilisées dans un but spéculatif sur ce métal un peu magique mais stérile, sont autant qui manqueront dans l'investissement productif et surtout créateur d'emplois. Mais pour l'instant, il ne faut toutefois pas s'exagérer les conséquences immédiates de cette hausse, car le marché de l'or ne représente qu'une faible partie des masses financières en mouvement dans le monde. La hausse est surtout un indice, celui d'une érosion durable de la confiance dans les monnaies. Et on ne voit pas pour l'instant ce qui pourrait ramener massivement cette confiance. L'or a donc toutes les chances de continuer à monter. Troisième information concrète de la soirée, elle est toute chaude, c'est une mauvaise nouvelle pour les quelques 3 millions de foyers qui se chauffent au fioul. Les distributeurs de fioul domestique ne feront en effet plus de crédit, ils demandent à être désormais payés au fur et à mesure des livraisons. Et immédiatement, la Fédération nationale des agents immobiliers a fait savoir que dans ces conditions, les charges allaient augmenter d'environ 20%. Jean Pézieux a recueilli l'avis des deux parties, négociants et gérants d'immeubles. Eh bien, nous avons raccourci les délais de paiement à nos clients parce que nos fournisseurs ont aussi considérablement raccourci leurs délais de paiement. Cela peut aller dans certains cas jusqu'au paiement comptant, mais de toute façon, il s'agit de raccourcir d'une façon très importante les délais que nous avions habituellement. Mais pourquoi? Parce que ça vous fait trop d'argent sorti? Effectivement, avec le renchérissement du coût du produit, en un an, le produit a fait un bond très important et nos trésoreries, bien sûr, ne peuvent pas nous permettre de compenser cette différence. Mais auparavant, vous accordiez des facilités, des rabais, voire des délais de 6 mois ou même davantage. Alors pourquoi plus maintenant? Eh bien parce que nous étions dans un marché relativement libre et que nous pouvions obtenir de la part de nos fournisseurs des délais de paiement qui se négociaient, des rabais qui pouvaient se négocier, et donc nous avions la possibilité de répercuter à notre clientèle les avantages que nous pouvions obtenir de nos fournisseurs. Alors vous mesurez quand même les conséquences que ça peut avoir pour les locataires et les copropriétaires? Eh bien pour les locataires et les copropriétaires, je pense que le raccourcissement des délais de paiement ne doit pas tellement les toucher car il y a des appels de charges réguliers et normalement, les gérants d'immeubles doivent avoir en caisse de quoi payer les fournitures de fioul. Bien. Si je comprends bien, les distributeurs ne veulent donc plus avancer de l'argent aux gestionnaires et aux occupants, ils vont ainsi améliorer leur trésorerie. Mais les locataires et les copropriétaires vont, eux, voir leurs dépenses de fioul, donc leurs charges en général, faire un bond, comme l'explique un représentant des gestionnaires. Maintenant, ces livraisons sont à payer pratiquement au pied du camion. Cela signifie en clair que tant que vous n'avez pas acquitté le montant de votre livraison de cette semaine, vous ne pouvez obtenir de votre fournisseur habituel une seconde livraison de produits. Si les prix du pétrole se stabilisent et si l'hiver est clément, nous pourrons réduire dans des proportions importantes le montant de ces acomptes en avril et en juillet de l'année prochaine. Et pour les autres sources d'énergie? Pour les autres sources d'énergie, on peut raisonnablement penser qu'elles vont augmenter également, peut-être pas dans des proportions aussi considérables que le pétrole, mais elles vont vraisemblablement augmenter. Ça, c'est pour maintenir un équilibre dans les différentes consommations d'énergie. Mais les conditions de règlement ne vont pas changer, j'imagine. Avec ces mesures, on se dirige alors vers un marché sélectif? C'est plus qu'un marché sélectif. Pour ma part, je fais une constatation très amère, c'est que seront vraisemblablement chauffés au cours de l'hiver prochain uniquement ceux qui pourront payer. Et Jean Pézieux a téléphoné au ministère de l'Industrie qui lui a dit n'intervenir que si les particuliers étaient lésés. J'en arrive maintenant à la politique, sans revenir sur l'accord signé hier soir à l'arraché, juste après ce journal, par la CGT et la CFDT. Je crois que nous avons été complets dans nos 3 dernières éditions. Je ne reviendrai pas non plus sur les propos télévisés du chef de l'État hier. Là encore, nous avons été complets, mais nous sommes aujourd'hui à l'heure des réactions. Réactions sans surprise, selon, vous allez le voir, que les intervenants se placent d'un bout ou de l'autre de l'échiquier politique. Donc la réaction des partis politiques et des syndicats au propos de Valéry Giscard d'Estaing sur FR3. Pour la majorité,
Michel Pinton, UDF, se félicite du désir du chef de l'État de faire disparaître l'arrogance de l'argent et de réduire les inégalités sociales. Didier Bariani, secrétaire général du Parti radical, enregistre avec intérêt que le président admet qu'il ne faut pas augmenter la pression fiscale. Bernard Stasi, CDS, souhaite que l'appel à la négociation lancé par Valéry Giscard d'Estaing débloque la situation. Pour l'opposition maintenant. Pierre Juquin, Parti communiste, déclare dans notre journal de 13 heures « La démonstration du président ne résiste pas à l'examen des faits, c'est pourquoi nous refusons le consensus social ». Le chef de l'État a jeté de l'eau sur une toile cirée, estime François Mitterrand, qui souligne par ailleurs qu'il est impossible de demander à la France un effort national si l'on ne commence pas par un formidable effort de justice. Selon Roger Gérard Schwarzenberg, radical de gauche, un changement de cap économique et social s'impose avec évidence après l'échec de M. Barre. Pour les syndicats, enfin, Jean Menu, CGC, a indiqué qu'il était déçu par les déclarations du chef de l'État. « Je n'y ai pas vu beaucoup d'innovation », a-t-il dit ce matin. André Bergeron, Force ouvrière, estime qu'il faut aller plus vite pour régler les inégalités, surtout dans le domaine fiscal. Enfin, la CFDT constate que le président reconnaît que sa politique engendre le mécontentement et que la solution des problèmes immédiats passe par l'aboutissement de réelles négociations. J'ajouterais qu'il n'y a pas eu de réaction officielle du RPR, mais j'ai pris connaissance de l'éditorial de Pierre Charpy prévu pour la lettre de la Nation de demain. Comment, dit-il, demain, avec la même politique, n'irait-on pas au-devant des mêmes échecs dont le président n'a même pas essayé de convaincre les Français qu'ils étaient compensés par les quelques réussites enregistrées. Et puis, nous pourrions aussi revenir, à l'aide cette fois de l'image et du son, sur le jugement de Georges Marchais. Georges Marchais qui revenait lui-même sur la réaction de François Mitterrand à l'intervention présidentielle. C'était ce matin sur Europe 1. Nous écoutons le leader communiste. Il n'y a qu'à voir la réaction des deux partis à l'allocution du président de la République hier soir pour voir que entre les deux, il y a une différence fondamentale. Moi, je viens de vous dire 3 fois non au consensus. Ce matin, sur votre propre radio, un journaliste a posé la question à François Mitterrand, il s'est bien gardé de répondre et par oui et par non. À son habitude, il a louvoyé, mais il n'a pas pris une position catégorique. Nous prenons une position catégorique. Nous disons non, les travailleurs ne peuvent pas participer ou soutenir une politique destinée à les rendre chaque jour plus malheureux, à leur rendre la vie plus dure, à leur rendre leurs conditions de travail plus difficiles. Voilà. Voilà, voyez-vous, les différences. Alain Duhamel, on se posait bien des questions avant cette intervention, elle-même précédée par de mauvais sondages. Alors, dans ces conditions, comment parler aux Français? Oui, au fond, on se posait 2 questions principales. La première, c'était comment le président de la République allait-il parler aux Français? C'est-à-dire sur quel ton, de quelle façon? Puis la deuxième, c'était comment allait-il parler de Raymond Barre? Alors d'abord le temps et la façon. Oui. Alors d'abord donc comment est-ce qu'il allait parler aux Français? Je crois que ce qui a été frappant, enfin et remarqué d'ailleurs, c'est qu'il a choisi au départ un certain franc-parler. C'est-à-dire que dès le départ, il a dit c'est vrai que les Français sont mécontents, c'est vrai que les Français sont inquiets, c'est vrai que les Français doutent de la politique qui est suivie. C'était un petit peu une innovation par rapport aux fois précédentes. Et alors il a essayé naturellement de répondre à chacun de ces points, il a essayé de dire ils sont mécontents et c'est vrai qu'on leur a demandé des sacrifices. Bon, on en a envoyé encore d'autres tout à l'heure. Il a ensuite expliqué qu'il y avait une politique qui est suivie, ça c'était pour apaiser les inquiétudes et les doutes. Et puis, il a quand même terminé de façon relativement optimiste pour la suite, disons à une échelle qui, dans certains cas, commençait l'année prochaine, ou qui, dans d'autres, variait entre 80 et 85. La question qu'on peut se poser ce soir, évidemment, c'est de savoir si, après ça, les Français auront été rassérénés ou pas rassérénés. Alors, je dirais que, comme Valéry Giscard d'Estaing a choisi de parler hier soir un petit peu comme une sorte de super ministre des Finances, il y a toujours eu les 2 aspects qu'il avait déjà quand il était ministre des Finances, c'est-à-dire le côté prestidigitateur, que tout le monde admire parce qu'il a beaucoup de chiffres en tête, qu'il explique les choses de façon claire, etc. Puis le côté un petit peu abstrait et difficile que ça a aussi souvent pour les gens parce qu'effectivement, il s'agit de problèmes compliqués. Il me semble que la vraie réponse, c'est que, à travers ce style et à travers cette approche-là, d'une part, il essayait de répondre sur certains points à ce que se demandaient les gens, puis d'autre part, plus subtilement, et pour la suite des choses, il essayait aussi de restaurer son image, c'est-à-dire une image de compétence, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, était à travers les sondages, disons, ébréchée.
Alors maintenant sur le maintien ou non de Raymond Barre, à bien lire les interventions de mes confrères, je reste un peu interrogatif. Oui, ben moi aussi, parce que il y a deux aspects. Il y a l'homme et il y a sa politique. Alors sur l'homme, il a parlé de Raymond Barre à un moment, il en a parlé de façon naturellement extrêmement courtoise, mais je dirais, surtout par rapport à d'autres moments, quand il disait le meilleur économiste de France, ou le Joffre, ou un Premier ministre excellent, un des meilleurs sous la Ve République, etc., ça a paru relativement froid, un petit peu comme si c'était un expert qui jugeait un autre expert, ou bien au fond un voyageur étranger qui disait tiens voilà comment est le Premier ministre français. Ensuite sur le fond, c'est-à-dire sur la politique, ben, ce qu'on peut dire en réalité, c'est qu'il disait Raymond Barre a eu raison de mener la politique qu'il mène, il a eu raison parce qu'on ne pouvait pas faire autrement de demander les sacrifices qu'il demande, mais il faut que ça marche maintenant. Et comme le président de la République a dit aussi, il n'est en tout cas pas question l'année prochaine de demander de nouveaux sacrifices, des sacrifices supplémentaires. Comme l'année prochaine, ça sera un an des élections présidentielles. Donc s'il donne des promesses, s'il fait des promesses de ce genre, il est évident qu'il ne va pas les renier l'année prochaine. Bah, la question à laquelle on arrive, c'est et si ça ne marche pas? Bah, si ça ne marche pas, la réponse logique, c'est que si ça ne marche pas, il faudra que ça marche avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a un aspect des propos du chef de l'État sur lequel il faut aussi revenir. C'est le seul moment de son intervention où il est évoqué une question de politique étrangère. Il s'agissait, vous savez, de l'affaire de la défense et du non catégorique du président à une contribution française à l'armement nucléaire de l'Allemagne. Il nous fallait donc la réaction de Bonn. C'est Michel Meyer qui nous l'envoie maintenant. Dans ce cube de béton un peu triste et un peu sombre où vit le chancelier Schmitt, eh bien on ne croit pas trop à une sorte de défense nucléaire européenne financée essentiellement par les Français et les Allemands. C'est dire si la réaction du président français, son démenti formel et catégorique, n'a pas été accueillie comme une surprise à Bonn et singulièrement pas par le chancelier Schmitt. Le débat n'est donc pas actuel, cela dit, la crédibilité du parapluie nucléaire américain tendu au-dessus de l'Allemagne fédérale est de plus en plus remise en cause ici. On n'en parle pas trop et on apprend à vivre avec cette situation. On apprend à vivre avec ces angoisses et à croire beaucoup plus au jeu diplomatique avec Moscou, à la détente, qu'en tout feu nucléaire, qu'il soit franco-allemand ou européen. Oui, vous savez qu'Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing se rencontreront à Bonn les premiers jours d'octobre. Et parmi les dossiers abordés, il y a fort à parier qu'on évoquera la télévision directe et l'éventuelle possibilité de satellites communs. En attendant, ce matin, le gouvernement français a pris une décision en matière de satellites, mais cette fois tricolore. Télécom 1 qui sera lancé fin 82, et c'est la société Matra qui sera chargée de sa construction. Nous voilà donc sortis des frontières hexagonales. Un mot sur le suspense Kennedy d'abord. Le président de la Chambre des députés de Washington dit qu'à son avis, il ne sera pas candidat. Et Robert Strauss, qui est l'un des bras droits de Jimmy Carter, pense qu'il le sera. Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. Israël, le gouvernement qui a donné l'autorisation d'acheter des terres dans les territoires occupés, suscite bien des protestations en Cisjordanie, à Gaza et même en Égypte et aux États-Unis. C'est Menachem Begin pour résoudre les problèmes des colonies israéliennes en Cisjordanie, comme ici à Malé-Ephraïm, qui avait promis au cours de sa campagne électorale que les Israéliens pourraient librement acheter des terres dans les territoires occupés. Cette mesure complète d'ailleurs la politique actuelle du gouvernement israélien de développement des implantations en Cisjordanie et à Gaza. Pour les Israéliens, la décision n'a donc rien de surprenant et ne vise qu'à légaliser finalement une pratique qui existait déjà, tout en corrigeant une situation fausse sur le plan juridique. Depuis que nous sommes dans ce territoire, c'est-à-dire depuis 1967, on a préservé la loi jordanienne qui interdisait à tout juif d'habiter le royaume hachémite de Jordanie ou d'acquérir des terrains dans ce royaume. Maintenant qu'on va à la normalisation, il n'y a pas de raison, une fois qu'on a la paix avec l'Égypte, qu'on s'achemine vers une autonomie pour les Arabes de Cisjordanie, de maintenir une loi qui interdit aux Juifs d'acheter un morceau de terre dans cet endroit, alors que nulle part au monde une telle chose serait tolérable. D'autant plus qu'une fois qu'on a une affaire comme ça réglée, les Arabes peuvent acheter des terres en Israël, les Israéliens s'ils veulent, ils achètent des terres dans les territoires arabes, dans la mesure où les Arabes veulent bien le leur vendre, bien entendu. Il n'y aura plus de questions de colons sauvages. S'il y a un colon sauvage qui s'installe par force ou qui cherche une expropriation, bien sûr, non seulement ça serait interdit, mais en plus on peut lui dire, mais enfin, essaye d'acheter un terrain si tu veux vivre là-bas. Je crois qu'une normalisation, c'est toujours une bonne chose, c'est un pas important vers la paix. Acheter des terres, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les vendre.
C'est les Arabes qui ont envie de vendre, il y a des Juifs qui veulent acheter. Bon. Mais moi je crois que ça sera le contraire. Ça va beaucoup calmer les esprits. Dans la mesure où quelque chose est permis, à partir de là, vous ne cherchez plus à détourner la loi. C'est exactement comme les questions d'argent, des questions économiques. On cherche à faire de la contrebande de n'importe quoi dans la mesure où c'est interdit. À partir du moment où c'est permis, plus personne ne se jette dessus. Franchissons le Sinaï et parlons de Cléopâtre en Égypte, 19 ans après. Elisabeth Taylor a en effet rencontré hier Anwar el-Sadat. Elle était jusqu'alors, en raison de ses sympathies pro-israéliennes, interdite de séjour dans les pays arabes. De nouveaux massacres à Bangui. Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, mais persistantes et très inquiétantes. Bokassa s'en prendra en effet à ceux qui ont témoigné devant la commission des sages qui enquêtait sur le premier massacre, celui des écoliers centrafricains. Le prince Georges, le fils de l'empereur Bokassa Ier, en désaccord avec son père, vit actuellement en exil à Paris. Il était tout à l'heure dans nos murs. Première question que lui a posée Bernard Benjamin. L'empereur, vous paraît-il décidé à garder le pouvoir? À mon avis, non. D'autant plus que ces accusations viennent de l'opposition, donc on peut accueillir cela avec scepticisme et cela ne pourrait que l'encourager à durcir sa position. Est-il exact que vous comptez bientôt rentrer dans votre pays? Oui. Le différend avec votre père est donc terminé? Oui, est-ce que je souhaiterais, c'est de jouer un rôle de fils auprès de son père à ce moment difficile, et ce que je conseillerais à mon père, c'est de libérer le régime et instaurer une démocratie où les gens pourront s'exprimer librement. Vous pourriez un jour être amené à le remplacer, à succéder à votre père? Écoutez, ce qui fait ma légitimité, c'est mon père. Si un jour il me le demande, je le ferai, mais en accord avec lui et non en opposition. Je vous parlais hier de la destitution du président de l'Afghanistan, Mohamed Taraki, et bien au coup de la fusillade qui s'est déroulée vendredi, l'ex-président afghan ainsi que 2 membres de son cabinet ont été tués. L'amour encore des frontières, et vous allez le voir surtout entre Paris et Moscou. Il y a environ chaque année 50 mariages franco-soviétiques, mais certains se vivent difficilement. Écoutez ce témoignage de Marc Bondu, un technicien français qui avait rencontré l'amour sur les bords de la mer Noire et qui s'était marié au début de l'année, mais revenu en France, il n'a jamais revu sa femme, et pour cause. Écoutez. Vous vous êtes marié il y a 6 mois? Oui. Où ça? Je me suis marié à Novorossiysk, au bord de la mer Noire. J'y avais travaillé 5 mois afin de construire un terminal pétrolier. J'étais reparti le 2 septembre. Et là, vous aviez rencontré une jeune femme soviétique? Oui, auparavant, j'avais rencontré une jeune femme soviétique. Bon, moi, j'avais décidé de me marier. Bon, sa mère était d'accord, tout le monde était d'accord. Alors Marc, 20 ans, épouse Olga au ZAGS, le bureau d'état civil de Novorossiysk. Une lune de miel de 3 jours et Marc repart pour la France. Olga le suivra bientôt, on le lui a promis. Et puis, le 15 mars dernier, Olga est interpellée dans un café. La milice l'accuse d'avoir provoqué une bagarre. Olga se défend. Elle était, dit-elle, en état de légitime défense. Elle est d'ailleurs relâchée. Mais elle réclame toujours son visa. Alors, 1 mois après les incidents du café, Olga est arrêtée. Le 15 mai, elle a été arrêtée et inculpée pour cette affaire. Et le 4 juillet 1979, elle a été condamnée à 4 ans de camp de travail. Et vous savez où elle est internée? Non, pas du tout. J'ai une correspondance assez... j'ai très peu de correspondance avec ma belle-mère, mais enfin, elle arrive à me faire parvenir des lettres ouvertes, bien sûr, des lettres qu'on censurait. J'ai pas vu ma femme, j'ai aucune nouvelle de ma femme depuis le 2 février. Et que vous disent les autorités soviétiques? Ah bah oui, ils disent rien. Ils savent pas. Alors il faut qu'ils enquêtent. Alors le consul de France intervient, mais il intervient discrètement. Bon bah moi, sur ça, j'ai dit non, ça peut pas se passer comme ça, il faut que j'alerte une opinion publique. Et vous ne pouvez pas revenir en Russie? Non, parce qu'on m'a refusé mon visa, soi-disant que ma belle-mère ne faisait pas partie de ma famille, alors que ma belle-mère a autorisé mon mariage, et en plus elle m'aime bien, puis elle voudrait que je vienne là-bas. Nous avons nous-mêmes enquêté, et l'ambassade de France à Moscou devrait intervenir une 3e fois à propos de cette affaire. Un autre couple, rétrospectivement, à l'écoute de cette histoire, doit se sentir bien soulagé. Il vient de demander l'asile politique aux États-Unis. Tous 2 faisaient partie de la troupe du Bolchoï. Et oui, après le danseur étoile Alexandre Godunov, qui, vous vous en souvenez, avait provoqué une vive tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, la plus célèbre troupe soviétique voit donc, encore une fois, 2 de ses danseurs
que nous voyons ici choisir l'Occident. David, Frédéric et maintenant Henry qui se dirigent vers le golfe du Mexique. Ce nouveau cyclone aussi violent que ses prédécesseurs est déjà à l'origine de l'évacuation de toutes les plateformes pétrolières du golfe, notamment celle de Dictox-1, d'où le pétrole continue de s'échapper. Après les DC-10, les DC-9 peut être sur la sellette, un appareil de ce type d'Air Canada avec à son bord 42 passagers, a connu hier une aventure sans précédent. L'avion se trouvait à 7500 mètres d'altitude. Une explosion a alors enlevé un morceau du fuselage, provoquant un trou d'1,20 m de long. Tous les plateaux repas ainsi que le chariot transportant les boissons se sont envolés dans les airs sous les effets de la décompression. C'est un véritable miracle, mais vous le voyez, il n'y a eu qu'un seul blessé léger que nous voyons en ce moment. Troisième journée du procès des autonomistes bretons, la Cour de sûreté de l'État a accepté en partie les revendications des accusés en leur permettant, pour ceux qui le désiraient, de se regrouper à la prison de Fresnes. Puis hier, à Rennes, Edmond Hervé, le maire de la ville, a rencontré Robert Boulin, le ministre du Travail et de la Participation. Il lui a demandé la clémence pour les accusés. Non-lieu pour Hector Aristi et Hector Villabon. Ces deux hommes étaient inculpés dans l'affaire de l'enlèvement de M. Revelli-Beaumont, le directeur de Fiat France, il y a 2 ans et demi. Quant aux 8 ravisseurs présumés, ils sont toujours en fuite. Réaliser un numéro de cirque, ce n'est déjà pas facile, mais le monter sur des patins à glace, voilà qui tient de la performance. C'est une performance que les artistes soviétiques du cirque de Moscou ont réussi. Et à partir de ce soir, au Palais des Sports, vous pouvez voir ce spectacle unique au monde. Pour vous donner un avant-goût de cette fête, Georges Bégou est allé recueillir quelques flashs en répétition. Le cirque sur glace de Moscou existe depuis 15 ans. Il est dirigé par une femme, Liliana Tchitchkina, une ancienne championne de patinage artistique. Les artistes qui le constituent sont des artistes complets, qui ont dû assimiler les spécialités les plus diverses, la gymnastique, le patinage artistique et acrobatique, et le cirque bien sûr. Cette dernière technique n'est pas la plus facile à affronter. De nombreux spécialistes estiment que la glace présente des difficultés insurmontables pour certains numéros tels que le jonglage, la perche, les équilibres acrobatiques. Voilà. Le premier hockeyeur engage, fait une passe sur l'aile droite, qui est reprise très lentement par le défenseur, comme vous le voyez. Qui a sorti le palais de la piste. Deuxième engagement, et le but est passé de très près. Ça commence à chauffer dans le camp des joueurs rouges, qui sont l'équipe Base des Bois, qui est opposée aux joueurs jaunes. Comme c'est demain mercredi, je conseille aux enfants de regarder Antenne de Midi, dont une partie sera réalisée
en direct précisément du cirque de Moscou. Et puis je ne peux pas non plus passer sous silence la protestation de cette ligue qui s'oppose à l'exploitation des animaux sauvages qui sont par exemple transformés, vous voyez, en ours sur patins. Les sports, un mot pour vous dire que je viens d'apprendre qu'en tennis, Yannick Noah était accroché en huitième de finale du national. Pour l'instant, la pluie a interrompu la rencontre qui l'opposait à Christophe Roger-Vasselin. Mais Yannick Noah est mené 2-7-0 et il mène 3-2 dans le troisième set. Je pense que nous aurons davantage de détails dans notre dernier journal si la pluie a cessé. Et il faut que je vous dise aussi que Éric de Bliquer et Pascal Porte se sont tous les deux qualifiés. Voilà, maintenant un nouveau journal, pas vraiment un nouveau journal, mais une nouvelle formule en tout cas. Après 50 ans d'existence, Jardin des modes paraît dorénavant sous une nouvelle présentation rajeunie. Voici la météo maintenant. Il a fait beau aujourd'hui sur une grande partie du pays, à l'exception des régions du sud-ouest. Demain, le temps restera beau et ensoleillé sur toute la France. Les températures seront quand même assez fraîches le matin et quelques brouillards se formeront localement en Aquitaine. Les nuages persisteront dans le sud-ouest. Avant de refermer ce journal, je voudrais vous fixer le prochain rendez-vous avec l'information. C'est Paul Amar vers 23h30. Bonsoir à tous, à demain.